Bonjour. Dans cette leçon, nous allons voir comment se comportent les ressorts, introduire le concept de rigidité, puis celui de module d'élasticité. Lorsque nous avons un corps de longueur initiale L, qui est soumis à un effort N de traction, c'est-à-dire qu'on tire sur cette barre, nous savons intuitivement que cette barre va s'allonger. Cette barre, elle est en traction. Nous caractérisons la traction par du rouge et l'effort à l'intérieur de la barre aussi par un trait rouge continu. L'effet de cette traction sur notre structure, c'est qu'elle s'allonge. On l'a représentée d'un seul côté ici. Elle s'allonge d'une quantité delta L. Et puis delta L est positif selon notre convention. Souvenons-nous que l'effort aussi est positif. Si par contre nous introduisons un effort de compression dans notre structure, un effort N négatif qui pousse vers notre structure, à l'intérieur de la structure, nous représentons cet effort par un trait bleu qui est souvent discontinu. Pourquoi est-ce qu'il est discontinu? Eh bien simplement parce qu'on pourrait réaliser l'élément qui est en compression avec, disons, des briques posées l'une sur l'autre. Elles peuvent résister à la compression, alors qu'évidemment, ce même matériau, s'il n'est pas continu, ne peut pas résister à la traction. Donc encore une fois, un trait bleu, ça veut dire de la compression, ou un trait discontinu. L'effet de cette compression sur le corps, c'est de le raccourcir et donc d'avoir un delta L plus petit que 0. C'est assez intuitif puisque la longueur finale de notre corps sera L moins delta L, et donc sera plus petit, donc c'est logique de dire que delta L est négatif. Dans cette vidéo, nous allons voir comment se comporte un ressort sur lequel on va suspendre un poids. D'abord, initialement, ce ressort, il mesure 200 mm de long, mais le point en bas du ressort sur lequel on va accrocher les autres points, on va considérer qu'il est à la position 0. Si l'on introduit un poids de 10 newtons, on a une déformation mesurée de 40 mm. Si l'on introduit un deuxième poids de 10 newtons, donc pour un total de 20 newtons, l'allongement se passe à 80 mm. Si nous ajoutons un troisième poids pour un total de 30 newtons, l'allongement est de 120 mm. Si on introduisait un poids de 15 newtons, c'est-à-dire entre 10 et 20, eh bien, il est assez clair que nous aurions un allongement qui serait entre les deux, 60 mm. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on pourrait aussi placer toute une série de poids avec des valeurs intermédiaires et qu'ils seraient toujours alignés sur une seule ligne. Donc on peut tracer une ligne qui relie tous ces points, qui nous permet de prédire quel serait le comportement sous n'importe quel poids, en tout cas entre 0 et 30 newtons. La pente de cette droite, 1 à R, la pente de cette droite s'appelle la rigidité. Et la rigidité R, elle est égale à la différence de force sur la différence de longueur. Alors on a une différence de force de par exemple 10 newtons sur 40 mm, soit 0,25 newtons par millimètre. Si l'on décharge le ressort, on avait donc cette droite qu'on avait établie, mais
Si l'on redescend cette courbe et qu'on revient à 0, c'est ce que montre la vidéo à gauche, alors on revient à la position 0, 0. C'est peut-être évident, mais ça mérite quand même d'être mentionné. Dans cette vidéo, nous voyons ce qui se passe lorsque l'on ajoute un deuxième ressort sous le premier et que l'on suit, comme on l'a fait auparavant, l'allongement. Donc au départ, on est à la position 0. Lorsqu'on met 10 newtons, la déformation est de 80 mm, 20 newtons, 160, 30 newtons, 240, avec de nouveau un comportement linéaire. Si l'on regarde la pente de cette droite, la rigidité vaut 10 newtons sur 80 mm, soit 0,125 newtons par millimètre. Pour mémoire, on avait ici une pente de 1 à 0,25 newtons par millimètre. Donc on voit que si l'on augmente la longueur du système, en doublant le nombre de ressorts, si on augmente cette longueur, la rigidité du système diminue d'un facteur 2. Dans cette vidéo, nous voyons aussi une configuration avec deux ressorts, mais au lieu de les avoir placés l'un sous l'autre, on les a placés l'un à côté de l'autre avec un petit dispositif qui permet de suspendre la charge directement aux deux ressorts à la fois. Alors, cette fois, nous avons un déplacement seulement de 20 mm pour 10 newtons, de 40 mm pour 20 newtons et de 60 pour 30 newtons. Donc, nous avons un comportement avec une pente beaucoup plus raide qu'auparavant. Et la rigidité ici vaut 1. Et nous allons avoir 10 newtons pour 20 mm, soit 0,5 newtons par millimètre. Donc ce que l'on voit ici, c'est que si on augmente la section de notre ressort, ou on double le nombre de ressorts, on double aussi la rigidité. Si l'on écrit la rigidité, nous avons donc vu qu'elle était inversement proportionnelle à la longueur du système, et puis qu'elle est proportionnelle au nombre de ressorts, ou pour être plus général, à la surface de ressorts à disposition, soit A. Et puis nous allons introduire ici une constante, E, dont on va voir la signification très bientôt, mais pour l'instant on va simplement dire que R est égal à EA sur L, c'est-à-dire proportionnel à la section et inversement proportionnel à la longueur. Ce que nous avons vu maintenant à propos de la rigidité d'une structure, c'est un comportement qui, d'une part, agissait sur une ligne, donc un comportement qui était linéaire, où les allongements augmentaient proportionnellement aux charges. Et d'autre part, ce que nous avons vu, c'est que nous pouvions redescendre la charge ou la monter, et que nous allons retrouver la position initiale de nos ressorts à la fin. Ce comportement, on l'appelle un comportement élastique. Comportement élastique, c'est une structure qui reprend sa forme initiale lorsqu'elle est déchargée. Et en fait, ici, nous avons eu un comportement qui était à la fois linéaire et élastique, donc on l'appelle un comportement linéaire élastique. À gauche, on retrouve exactement le même graphique avec cette pente qui vaut EA sur L, la rigidité de la structure. Et dans la partie droite, nous avons un graphique qui montre non plus l'effort mais la contrainte, et non plus l'allongement mais la déformation. Qu'est-ce que c'est la contrainte? Sigma, c'est l'effort N divisé par la section A.
Comme la section A d'un corps est constante, on divise par une constante, on obtient une courbe de la même forme. De manière similaire, epsilon, la déformation ou déformation spécifique, epsilon est égal à delta L divisé par L, où L est la longueur initiale. Donc, en fait, par rapport au graphique de gauche, on a divisé l'abscisse et l'ordonnée chaque fois par une constante. Donc, on obtient une autre droite avec une constante. Ce qui est intéressant, c'est que après avoir fait ces opérations, la pente qui nous reste ici, puisqu'on a divisé par A et par L, il nous ne reste plus que E, cette constante, qui est donc la rigidité du matériau. À gauche, on avait le graphique pour la structure. Et ici, on a un graphique pour le matériau. Et la caractéristique de la rigidité du matériau, on l'appelle le module d'élasticité. Et il s'exprime généralement en newton par millimètre carré. Dans cette vidéo, nous avons vu que l'allongement d'une structure est proportionnel à sa longueur et inversement proportionnel à sa section. La rigidité R de la structure est égale au rapport entre la charge appliquée N et l'allongement que ce N cause, c'est-à-dire delta L. On peut écrire cette valeur par la formule EA sur L, où A est la section de l'élément et L sa longueur. Au niveau des matériaux, nous avons également vu que les contraintes sont proportionnelles aux déformations. Le module d'élasticité est la rigidité du matériau. Et puis nous avons vu une formule supplémentaire. Je vous résume ici les trois formules simples que nous avons vues jusqu'ici. Sigma égale N sur A, epsilon égale delta L sur L, et puis E, module d'élasticité, égale sigma sur epsilon. Ces trois formules sont indépendantes, mais en les combinant ensemble, on arrive à résoudre passablement de problèmes. C'est ce qu'on verra dans les exercices et les exemples qui vont suivre.